Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Charles Marinakis, le président de Century 21. Bonjour. Bonjour David, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Le marché est compliqué, le marché est tendu évidemment, le marché de la pierre, des transactions qui sont en baisse, des prix qui sont en baisse, des taux d'intérêt qui ont beaucoup monté mais qui commencent parfois un petit peu à rebaisser. Au-delà de ça, on rentrera dans le détail tout à l'heure, mais est-ce que l'attrait des Français pour la pierre, est-ce que cet attrait est toujours aussi fort? Est-ce qu'il n'a pas faibli? Est-ce que devenir propriétaire, ça demeure un rêve? Oh oui, ça ne soulève aucun débat. Là. Il y a une attirance des Français pour la propriété qui ne se traduit pas dans les chiffres d'ailleurs, bizarrement, puisqu'en 20 ans, on est passé seulement de 56% de propriétaires à 58%. Vous voyez, donc ce n'est pas une croissance qui est non plus très significative, mais oui, il y a une appétence des Français pour leur résidence principale, pour l'habitation de manière générale, plus que pour l'immobilier en tant que tel. Je crois que les Français, ils ont envie d'être propriétaires de leur logement. A fortiori une maison, hein, vous savez, l'appétence, c'est le premier d'ailleurs. C'est pas retombé d'ailleurs ça, post-Covid, l'attrait pour la maison? Non, pas du tout, c'est pas retombé. D'ailleurs, c'est le prix des maisons a assez peu chuté en France. C'est lui qui avait enflammé le marché, vous savez, post-Covid. Ouais. Et cette régulation-là, elle n'est pas encore confirmée. Donc, non, il y a une appétence des Français pour la propriété, pour devenir propriétaire de leur résidence principale, et ensuite, dans la résidence principale, une préférence pour la maison. Ouais. Bon, on avait Yann Géano, le patron du réseau immobilier La Forêt, la semaine dernière, qui nous disait qu'il y avait un retour des clients depuis le début janvier, là, depuis le mois dernier, en agence. Vous le voyez aussi, c'est timide, Oui, alors ça se reconstruit. On ne parle pas d'une horde de clients, mais... Non, il n'y a pas d'embouteillage devant nos agences, on n'en est pas encore là, mais oui, il y a une redynamisation du marché. Vous savez, on cherche les signaux faibles, en fait, c'est ça. Oui, en fait, le vrai signal chez nous, vous le savez, hein, c'est les taux d'emprunt, c'est ce qui a bloqué le marché et c'est ce qui est susceptible de le débloquer. Donc on voit que petit à petit, les taux commencent à revenir sous les 4%. D'abord, on sait trois choses. On sait que, la Banque Centrale Européenne a décidé de ne plus augmenter les taux. Oui. Donc déjà, et devrait les baisser cette année. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'elle devrait les baisser. Et la troisième, vous le savez, c'est que le Haut Conseil à la stabilité financière a déterminé maintenant des règles précises sur la capacité d'emprunt des ménages. Donc on y voit clair un peu sur les taux qui commencent un peu à descendre. Donc ça éclaircit l'horizon pour certains Français, pour certains ménages français qui recommencent à fréquenter nos agences et qui recommencent à se mettre en projet immobilier. Ce qu'ils s'étaient interdits ces derniers temps. Ils s'étaient un peu auto-censurés? Oui, beaucoup auto-censurés, parce que d'abord, pas de visibilité, des taux qui continuaient à monter, des prix qui ne baissaient pas, donc une espèce, si vous voulez, de nébuleuse. Et puis une vague médiatique de l'immobilier sur on ne peut plus acheter, on ne peut plus emprunter, ce qui n'est quand même pas vrai. Il s'est quand même fait 875 000 transactions cette année. Donc, ouais, 25% de moins que... Enfin, on parle de 2023 par rapport à 2022. Oui, vous avez tout à fait raison, mais est-ce que finalement, 2021, 2022, est-ce que c'est la bonne jauge? Est-ce que 1 198 000 transactions, est-ce que c'est le niveau naturel et normal du volume de transactions en France? Sincèrement, je ne crois pas. Bon. Est-ce que c'est vrai que le marché est animé désormais, depuis un petit moment maintenant, par les secondos acquéreurs? Ceux qui ont déjà un premier bien immobilier qui vendent pour acheter plus grand. Oui, c'est tout à fait vrai et on le mesure dans l'augmentation de l'apport personnel qui a augmenté de manière très significative. On a combien aujourd'hui? Je ne me rends pas compte du tout. C'est presque 30%, entre 30 et 35% d'apport personnel. Les temps ont changé. On se rappelle, il y a 5, 7 ans, 8 ans, on pouvait emprunter avec zéro d'apport et les frais de notaire étaient même financés par la banque. Voilà. Donc ça, c'est une autre époque. Cette époque-là, elle est révolue aujourd'hui. L'apport personnel a beaucoup... Vous savez, les acquéreurs, ils ont fait beaucoup d'efforts depuis 3 ans. Ils se sont parfois délocalisés, ils ont accepté d'emprunter à plus de 4%, ils ont renoncé aussi à de la surface. Nous, on s'aperçoit qu'en 2023 encore, la surface moyenne des logements achetés par les Français a continué de diminuer. Et puis, ils ont aussi augmenté très significativement leur apport personnel. Alors, ça me paraît énorme, 35 à 40% d'apport personnel. Alors, pas 40, mais entre 30 et 36. Moi, j'étais resté à 20, à un gros 20. Non, c'est un peu plus que ça aujourd'hui. Ouais, c'est un peu plus que ça. Vous savez, quand vous avez perdu 16% de pouvoir d'achat immobilier, ça fait la rue Michel. Hein, Aujourd'hui, un acquéreur, Charles Marinakis, qui est certain d'avoir son prêt, on n'est jamais totalement, mais qui a de bonnes chances de l'avoir, ce que j'appellerais ça un acquéreur solvable, entre guillemets, et il a la main aujourd'hui. Quand on va voir un vendeur, moi je suis sûr d'avoir mon prêt. C'est sûr que c'est un atout de négociation supplémentaire. Le fait d'avoir la certitude d'être finançable,
Beaucoup d'acquéreurs font ça, hein. Maintenant, ils vont auprès de leur banque ou auprès d'un courtier chercher ce qu'on appelle une attestation de solvabilité. C'est-à-dire ils vont voir un établissement bancaire ou encore une fois un courtier en crédit qui leur certifie que jusqu'à tel montant, ils seront finançables sans difficulté. Donc c'est un atout supplémentaire dans la négociation, incontestablement, bien sûr. Hein, nous, on a vu malgré tout l'année dernière 16% de nos dossiers ne pas aboutir faute de trouver des financements. Ouais. Alors c'est pas 30 ou 40 comme l'annoncent certains. Oui, finalement, mais 16% c'est beaucoup, mais on a entendu des courtiers dire quasiment une transaction sur deux ne se faisait pas parce que... parce que les courtiers n'ont pas non plus tous les clients déjà, et puis toutes celles et ceux qui achètent en paiement comptant, ils ne les voient pas. Donc voilà. Donc nous, on a quand même 16%, mais 16% de notre volume de transactions, c'est pas rien. Donc c'est un atout incontestablement, si vous voulez. Après, ma conviction, c'est qu'à date, les vendeurs ont la main sur le marché. C'est eux qui décident, oui ou non, de s'aligner. Et s'ils s'alignent, la transaction se fait. S'ils ne s'alignent pas, la transaction ne se fait pas. D'ailleurs, on a identifié clairement 3 catégories de vendeurs. Ouais. Les contraints, les vendeurs contraints, ceux qui ont une échéance connue, hein, parce qu'ils ont... un choix personnel, une difficulté personnelle, un accident de la vie, une décohabitation, quelque chose qui fait que dans 3, 6, 8 mois... Ils doivent vendre et donc ils feront un effort sur le prix. Exactement, donc eux, ils seront contraints de s'ajuster, ces vendeurs contraints. Les plus représentatifs d'entre eux, c'est les vendeurs incertains. Vous savez, ceux qui, à vous, il y a un mois, posent la question, alors c'est le bon moment de vendre? Est-ce que c'est le moment de vendre? Qui ne savent pas, ils ont un projet, mais ils ne savent pas s'ils vont le faire maintenant ou s'ils vont le différer. Ça, c'est les vendeurs incertains. Ben, ceux-là, il va y avoir quelque chose à un moment donné qui va les décider. Alors, une bonne offre pourrait les décider. Par exemple, typiquement, avec un client solvable pourrait peut-être les décider finalement à vendre. Et puis, il y a les opportuns, ceux qui pensent que ça se vend encore comme en 2017 ou 2019 et qui trouvent... Il y en a de moins en moins. Oui, il y en a de moins en moins. Puis nous, on recommande à nos agences de les éviter parce que c'est très chronophage, si vous voulez, pour des produits qui restent affichés très longuement dans nos agences et qui ne créent que du déceptif. Voilà. Le patron de La Forêt qui me disait qu'en 2023, donc l'an dernier, 80% des logements ont fait l'objet d'une négociation de 6% en moyenne. Est-ce que c'est ce que vous observez vous aussi chez Century 21? Oui, je n'ai pas ce niveau de négociation. Je suis plutôt à 4 qu'à 6. Ouais. Après, je ne connais pas le pourcentage des dossiers qui ont été négociés chez nous, si vous voulez. Ouais. C'est un indicateur de tendance qu'on ne suit pas. On va considérer que nos collaborateurs sont de qualité, donc ils vont la négociation adaptée au moment de la vente. Mais est-ce que du coup, votre question en réalité, c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut clairement faire des offres et proposer un prix qui n'est pas celui du mandat? Exactement. Voilà. La réponse, c'est oui, a fortiori quand vous avez cette attestation de solvabilité. Oui, mais c'est quoi? Ça veut dire une offre à plus basse de 5%, de 10% Alors, d'abord, ça, c'est très contextuel. À chaque produit, sa négociation, si vous voulez. Puis à chaque environnement, sa négociation. Ce qu'on a appris malgré tout de 2023, c'est que la régionalisation des marchés, c'est plus une option, hein, c'est une vérité aujourd'hui. Voilà. Alors, si vous êtes à Biarritz, vous aurez du mal à négocier 10%. Ouais. Hein, si vous êtes plutôt dans la Creuse, on peut imaginer que ce soit un peu plus facile. Donc il y a des vérités sectorielles. Après, sur la négociation, c'est l'histoire de notre métier. Notre métier, vous savez, c'est l'entremise. L'entremise, alors, c'est ce que détermine la loi Hoguet, mais au-delà de la loi, dans la vie du quotidien, c'est de mettre les parties d'accord sur la chose et sur le prix. C'est ça le travail d'un agent immobilier. Bien, ce travail, il a repris tout son sens aujourd'hui, mettre les parties d'accord sur la chose et sur le prix. Au service de l'acheteur ou du vendeur ou des deux? Les deux, au service de la transaction. Est-ce que la commission, c'est payé par... Sur ce débat, la commission, pour moi, elle est payée par l'acheteur. Mais je sais qu'on me dit souvent, non, c'est le vendeur qui paye la commission, mais en fait, c'est l'acheteur qui fait le chèque. Alors, de toute façon, c'est toujours l'acheteur qui paye la commission, d'une manière ou d'une autre. Bah oui. Soit il la paye en dehors du prix, soit il la paye dans le prix, mais d'une manière ou d'une autre, il la paiera, ça sera intégré dans le prix ou pas. En théorie, malgré tout, les vendeurs, si vous voulez, payent une prestation qu'il aurait délivrée. Ça, c'est une réalité. Hein. C'est comme ça, quand vous faites appel à un agent immobilier, vous lui confiez un mandat, bah, c'est vous qui allez chercher la prestation de service, donc c'est à vous de la payer. Après, philosophiquement, est-ce que c'est l'acheteur ou le vendeur qui la paye? Économiquement, ça sort quand même de la poche de l'acheteur. Oui. 2024, on se dit quoi, Charles Marignakis? On se dit que ça serait une année qui sera encore difficile pour l'immobilier. Est-ce que 2024 sera comme 2023, moins bien, mieux? Moi, je pense que ce sera un peu mieux. Je pense que ce sera un peu mieux. Et on a plusieurs signaux qui nous disent que ça peut être mieux.
Vous l'avez dit, on commence à voir les taux de crédit qui repassent sous la barre des 4%. Certains courtiers nous disent on pourrait être à 3,5% en fin d'année sur les taux, peut-être même moins. Ouais, Observatoire 3,25 et Crédit Logement qui dit 3,25 sur les taux à 20 ans sur les prêts immobiliers. Voilà. D'ici la Si fin on d'année. était entre 3,25 et 3,75, on aurait... En fait, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut redonner de la confiance aux Français et retrouver du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, on le retrouve comment ? Chacun doit faire un petit bout du chemin. Les acquéreurs, je vous l'ai dit, ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils se sont délocalisés, ils ont réduit leur surface, ils vont accepter d'acheter à 4%. Ils vont retrouver du pouvoir d'achat aujourd'hui en baissant à 3,25, 3,50, 3,75. Ça va leur redonner un petit peu de pouvoir d'achat. L'augmentation de l'apport personnel va redonner un petit peu de pouvoir d'achat. Donc on va réussir à récupérer, aller aux alentours de 10% de pouvoir d'achat. Et là, il faut que nos amis, les vendeurs, fassent aussi leur bout de chemin. Ils ont un bout de chemin à faire de l'ordre de 7%. Il faut que les prix baissent. Mais Pourquoi je pense que ce sera le cas. Pourquoi 7% ? Parce que c'est ce qu'il faut pour resolvabiliser les Français. Je vous l'ai dit, mécaniquement, entre 1,50 et 4,50, le Français qui achète un bien à 300 000 euros, il a perdu 16% de pouvoir d'achat. Donc si vous faites un petit peu d'apport personnel en plus et un petit peu de surface en moins, donc un petit taux de crédit en moins, l'effort des vendeurs, c'est les 7%. c'est les 7% qui manquent pour qu'on arrive à faire la jonction dans ce que moi j'appelle une transaction réussie. Et là, peut-être que ça répondra à votre question. Une transaction réussie chez nous, c'est un prix qui est accepté par le vendeur et acceptable pour l'acquéreur. Voilà. Accepté par le vendeur, ça veut dire que ce n'est pas forcément le prix qu'il avait imaginé à l'origine, mais qui reconnaît que c'est décent, il y a un principe de décence. Et nous, on demande à nos équipes de pratiquer les offres à condition qu'elles soient décentes, pour que le prix soit accepté par le vendeur. Et acceptable par l'acquéreur, ça veut dire finançable dans ses conditions personnelles à lui, avec son apport personnel, la quotité de crédit à laquelle il peut aspirer et l'apport personnel dont il dispose. Charles Marinakis, donc il faut que les prix en théorie baissent de 7%, vous écoutez, pour que le marché retrouve de la fluidité. La FNAIM nous dit 4 à 6% de baisse cette année, on a eu 3% de baisse en moyenne en France en 2023. Et après, je vous suis, on vous écoute, on écoute tous les patrons de réseaux, d'agences immobilières, mais vous avez été quand même assez pessimiste sur 2023, vous avez fait d'ailleurs un mandat honorable parce que les prix ont finalement mieux résisté que prévu. Oui, tout à fait, vous avez raison. Moi, j'avais anticipé une baisse beaucoup plus marquée que ça. J'ai dit qu'effectivement... 10, c'était moins 10, je sais plus le chiffre. Moi, j'avais dit moins 10, voilà. On n'a pas du tout été au rendez-vous, on a fait moins 3. C'est assez étonnant. Je l'explique plutôt contextuellement parce que je vous dis que les Français n'avaient pas une bonne visibilité, si vous voulez, sur le comportement du marché, sur la confiance aussi qu'on pouvait mettre dans... à la fois le Haut Conseil à la stabilité financière, les conditions d'accès au crédit. On en a tellement parlé que tout le monde a espéré que les taux baissent, que les conditions d'accès changent, etc. Donc je pense que les vendeurs ont pris le temps aussi de regarder un petit peu ce qui allait se passer sur le marché. Et j'espère que pour 2024, les choses vont se fluidifier. Mais je reste convaincu que sans un effort des vendeurs, fût-il, même si je me trompais, que ce ne soit pas 7, mais 4 ou 5%. On devrait avoir, selon vous, 4 ou 5% de baisse cette année. Oui, c'est minimum. Il faudrait qu'on soit minimum à 5%. Mais encore une fois, je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de le redire, ce n'est pas la faute des vendeurs, ce n'est pas la faute des acquéreurs. C'est un principe macroéconomique qui est opposable à tout le monde. Les taux de crédit ont été multipliés par 3, ça a désolvabilisé les Français. J'y peux rien, c'est comme ça. Ouais. Malheureusement, je n'ai aucune capacité à intervenir sur les taux de la Banque Centrale Européenne. Vous pouvez réduire vos commissions. Oui, je pourrais la réduire. Ça ne financerait malheureusement pas les gens pour autant. Hein, mais au-delà de ça, d'ailleurs, vous savez, mécaniquement, elles se réduisent. Oui. Les prix baissent, nos honoraires baissent. Honoraires de combien en moyenne d'ailleurs ? Chez nous, c'est 4,55 hors taxe. Ça fait 5,50 TTC, si vous voulez. Voilà. Donc déjà, on est loin de la légende des agents immobiliers qui coûtent 8 à 10%. Cette période-là est totalement révolue. Voilà. Donc on est dans des prix qui sont des prix normaux, pratiqués quasiment par tous les agents immobiliers. Voilà. Bon, et juste les villes qui ont le plus baissé en 2023 et celles qui font de la résistance. Bon, alors, Biarritz fait de la résistance, je crois. Oui, Biarritz résiste bien. Biarritz, Bayonne, vous avez vu, dans le dernier classement du journal des dimanches, là, les villes où il fait bon vivre en France. Donc là, c'est sûr que ça ne va pas aider le prix du mètre carré à baisser dans ces villes-là. En même temps, il n'y a pas forcément de raison pour qu'elles baissent. Non, ce qui a baissé en volume, c'est beaucoup la Normandie. En prix, beaucoup l'Aquitaine, beaucoup. Aquitaine hors Biarritz,
Bordeaux et aux alentours de Bordeaux ont baissé de l'ordre de 15%. C'est beaucoup. La ville de Nantes a aussi beaucoup baissé. Une partie de la côte ouest, si vous voulez, qui avait un peu artificiellement vu ses prix augmenter post-Covid, est en train, eux, ils ont 2 périodes d'ajustement. Une période de déflation pour revenir à quelque chose de raisonnable. Et après, ils auront une période de régulation pour s'adapter au reste du marché local. Voilà. Mais la Bretagne, par exemple, résiste bien. PACA, en particulier la ville de Nice. Vous savez, maintenant, on est obligé de descendre quasiment dans le département et dans la ville. Nice résiste mieux que Cannes, par exemple. Voilà. Et donc les villes où il y a des opportunités pour vous, aujourd'hui, qui ont suffisamment corrigé Oh, je crois qu'il y a des opportunités dans toutes les villes moyennes de France, de province. Typiquement, regardez l'Île-de-France et Paris, c'est la région, vous savez, qui a le plus souffert de l'année 2023, vous l'avez vu, hein, presque -7 en Île-de-France et -5,5 à Paris. Donc, paradoxalement, il y a peut-être des opportunités en Île-de-France, où là, le soufflet un peu de l'attractivité de la maison individuelle a un peu baissé. Mais là aussi, c'est vrai que dans certains départements franciliens, les prix avaient beaucoup augmenté. Hein. Allez, merci à vous pour cet entretien. Charles Marinakis, Merci le président de invitation. Century 21, invité la grande interview en direct sur Boursorama. À bientôt. À bientôt, merci.